J'ai tout payé pour mes enfants et ils m'ont mise dehors. Ce qu'ils ont reçu ensuite va les marquer à vie. Découvrez cette histoire bouleversante de trahison familiale et de revanche inattendue. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos récits les plus poignants. J'ai payé toutes les factures, mais mes enfants m'ont chassé. Ils ne s'attendaient pas à ce que j'envoie un huissier. J'essuyais mes mains sur mon tablier, époussetant un vieux livre. Il était presque 18 heures. Bientôt, la maison serait emplie de bruit, de conversations animées, de demandes. Depuis 4 ans, je vis avec le sentiment constant d'être une ombre dans ma propre maison. Je m'appelle Elisabeth Morel. J'ai 65 ans. Je travaille comme caissière à la quincaillerie des Moulins à Locmaria. Il y a 4 ans, mon mari, Henri, est décédé. 45 ans de mariage se sont terminés brusquement. Quand son cœur s'est arrêté, à la table du dîner, je frémis encore, en me souvenant comment il s'est étouffé avec sa tarte aux pommes préférée, s'effondrant face contre son assiette. Mon monde s'est écroulé. Les enfants sont venus pour les funérailles. Nicolas avec sa femme, Céline, et Mathilde avec son mari, Guillaume, et leurs 3 enfants. Ils ont dit les mots qu'il fallait, m'ont enlacé, promis leur soutien. Une semaine après, quand tous sont partis, j'ai réalisé que j'étais seule dans la grande maison, achetée avec Henri il y a 30 ans. La maison semblait vide, résonnante. J'errais de pièce en pièce, arrangeant les vieux livres d'Henri sur l'étagère du salon, regardant par la fenêtre le jardin bordé par la rue des Ormes. C'est alors que Nicolas a appelé, avec une idée. Lui et sa famille emménageraient temporairement, jusqu'à ce qu'ils économisent pour un acompte sur leur propre maison. 1 mois plus tard, Mathilde a appelé, disant qu'ils avaient des problèmes avec leur propriétaire, demandant s'ils pouvaient rester quelques mois. J'ai accepté, bien sûr. Quoi de mieux qu'une maison pleine de famille? Mais quelques mois sont devenus 6, puis 1 an, 2, 3, et maintenant 4 ans qu'ils vivent ici. Ma maison n'est plus mienne, mes règles ne s'appliquent plus, ma vie ne m'appartient plus. Ah, mamie, t'es encore dans la salle de bain, a crié ma petite fille de 11 ans. Anaïs, ce matin, en sortant de la douche, faut que je me coiffe. Je suis en retard pour l'école. Désolée, ma chérie, ai-je murmuré. Bien que je n'ai passé que 10 minutes dans la salle de bain, pas 1 heure comme Anaïs d'habitude. Tu t'excuses toujours, mais rien ne change, a-t-elle grogné, levant les yeux au ciel. Je suis retournée dans ma chambre, le seul endroit encore à moi, mais même là, je ne me sentais pas vraiment chez moi. Margot, ma petite fille de 8 ans, entrait sans frapper, prenant mes affaires sans demander, et Léo, mon petit-fils de 6 ans, trouvait ma chambre parfaite pour jouer à cache-cache. Je me suis habillée vite, descendant à la cuisine pour préparer le petit déjeuner pour tous. C'était devenu mon devoir implicite. Personne ne demandait, on attendait juste que je le fasse. Maman, t'as 20 € jusqu'à la paye. Nicolas est apparu, déjà en uniforme de responsable de centre d'appel. On doit cotiser pour un cadeau pour le patron. Bien sûr, mon chéri, j'ai pris mon sac, 20 € qu'il ne rembourserait jamais, comme tous les autres prêts jusqu'à la paye. Merci, t'es la meilleure, a-t-il dit, m'embrassant sur la joue, prenant une tranche de pain grillé. Oh, faut que j'y aille. Je suis en retard, sans s'asseoir. Céline est entrée 1 minute plus tard, boutonnant son chemisier en marchant. Elisabeth, tu peux récupérer les enfants à l'école aujourd'hui. Chut, a-t-elle dit, sans dire bonjour. Je dois faire des heures sup au bureau de comptabilité. Mathilde ne peut pas. Elle est à une réunion importante. D'accord?
J'ai répondu, bien que j'ai prévu de voir Brigitte, ma seule amie. Aujourd'hui, je devrais annuler encore. Céline a hoché la tête, pris une pomme et a disparu. Les enfants sont arrivés ensuite, bruyance, exigence. Anaïs se plaignait de n'avoir rien apporté, malgré son armoire pleine. Margot pleurnichait, ne voulant pas de porridge, mais des céréales au chocolat. Léo a renversé son verre de jus par terre, sans s'excuser. Mamie va nettoyer. A-t-il haussé les épaules. Alors que je prenais un chiffon, Mathilde et Guillaume sont descendus en dernier, main file, toujours impeccable. Costume d'agent d'assurance strict, maquillage parfait, pas un mot de travers. Guillaume, employé d'entrepôt, se comportait comme un directeur d'entreprise. Maman, on est en retard aujourd'hui, a dit Mathilde, tartinant son pain. Ne nous attends pas. Je laisserai quelque chose au frigo. J'ai répondu automatiquement. Non. On mangera dehors. A-t-elle rétorqué. Ne verrouille pas la porte. Une demi-heure plus tard, la maison était vide. J'étais seule avec la vaisselle sale, les vêtements éparpillés, la nourriture à moitié mangée, scène habituelle. J'ai rangé lentement, puis me suis habillée, allant travailler à la quincaillerie. Bonjour. Elisabeth. M'a accueilli Paul Renaud, le propriétaire. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien, merci. J'ai forcé un sourire, enfilant mon tablier de travail. Paul était un bon patron. Quand j'avais urgemment besoin d'un travail, après la mort d'Henri, il m'avait embauché sans question. Malgré mon manque d'expérience, Henri était fier que sa femme soit femme au foyer. Un homme doit subvenir aux besoins de sa famille, disait-il, et il l'a fait de son vivant. Après sa mort, nos économies étaient maigres, sa pension dérisoire. La journée s'étirait. Les clients s'allaient et venaient. Je scannais les articles. Sorry eyes. Rendez la monnaie. À la pause déjeuner, Brigitte a appelé pour annuler notre rendez-vous. Tu gardes encore tes petits-enfants. J'entendais la désapprobation dans sa voix. Elisabeth, tu les laisses profiter de toi. Que puis-je faire? Brigitte, ce sont mes enfants, ma famille. Mon, tu es leur mère, pas leur bonne, a-t-elle rétorqué. Il faut. Désolé, une cliente? J'ai interrompu, bien qu'il n'y en ait pas. Je ne voulais pas entendre ce que je savais déjà. Après le travail, j'ai récupéré mes petits-enfants, comme promis. Ils sont montés à l'arrière de ma vieille Renault. Se disputant immédiatement, Anaïs voulait aller au centre commercial. Margot voulait une glace. Léo était juste difficile. On rentre d'abord. Ensuite, je vous emmène où vous voulez. Chez dit, essayant d'être ferme. Mais, mamie, ont-ils protesté en chœur? Non. D'abord à la maison. J'ai insisté, sentant ma tête commencer à faire mal. À la maison, je leur ai préparé un goûter, puis conduit Anaïs au centre commercial, où elle a rejoint ses amis, acheté des glaces pour Margot. Léo, puis roulé en ville 1 heure, car il s'ennuyait à la maison à notre retour. J'étais épuisée. Guillaume est rentré le soir, s'affalant sur le canapé, mettant la télévision à fond. Chut. Guillaume, peux-tu baisser? J'ai demandé prudemment. J'ai mal à la tête. C'est mon moment de détente. Elisabeth, a-t-il rétorqué, sans me regarder. J'ai travaillé dur toute la journée à l'entrepôt. J'ai reculé. Inutile d'argumenter. Je suis allée en cuisine préparer le dîner. Bien que Mathilde ait dit qu'il mangerait dehors. Mais Guillaume était là. Les enfants avaient faim, alors je devais cuisiner au dîner.
Guillaume et les enfants mangeaient en silence. Plongés dans leur téléphone, j'ai essayé de parler, demandant aux enfants leur journée à l'école, à Guillaume son travail. J'obtenais des réponses monosyllabiques, des hochements de tête. Mamie, t'as mis trop de sel? A grimacé Anaïs, repoussant son assiette. Je peux pas manger ça. Désolée, ma chérie, aïe gai dit, prenant son assiette, et le pain est rassis. A ajouté Guillaume. Quand es-tu allé au magasin? Hier. J'ai répondu doucement. J'ai acheté du pain frais, mais peu importe. M'a-t-il interrompu? Fais plus attention la prochaine fois. Après le dîner, je lavais la vaisselle. Quand Nicolas et Céline sont rentrés, passant devant moi, discutant bruyamment d'un film vu après le travail. Maman, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? A demandé Nicolas, ouvrant le frigo. Ragoût de poulet aux légumes. J'ai répondu. Je vous en ai laissé encore du ragoût. A grimacé Céline. On en a eu la semaine dernière. Je peux réchauffer autre chose. J'ai proposé. Non, pas la peine. A soupiré Nicolas. Donne-nous ça, mais mets plus de poivre. La dernière fois, c'était fade. J'ai réchauffé leur dîner en silence, ajoutant du poivre, comme demandé. Ils mangeaient, discutant de leur journée, m'ignorant, comme si j'étais un meuble de cuisine. Mathilde est rentrée vers 22 heures, fatiguée, mais satisfaite. Tout le monde dort, a-t-elle demandé, ôtant son manteau. Les enfants sont dans leur chambre. Je ne sais pas s'ils dorment. Guillaume regarde la télé. Nicolas est avec Céline dans leur chambre. D'accord. A-t-elle hoché la tête, se dirigeant vers l'escalier, mais s'arrêtant. Maman, il faut que tu gardes les enfants demain. C'est notre anniversaire avec Guillaume. On veut sortir dîner. J'ai promis à Brigitte. J'ai commencé. Encore Brigitte. A grimacé Mathilde. Maman, c'est juste une soirée. Ton amie est-elle plus importante que ta famille? Non, bien sûr. J'ai cédé. Je garderai les enfants. Super. A souri Mathilde. Montant sans dire merci, j'étais seule dans le salon, regardant l'horloge. Presque 23 heures. Demain, je devais me lever tôt, préparer le petit déjeuner, aller au travail. J'ai remarqué une enveloppe sur la table près de la porte. Le facteur avait dû l'apporter. Je ne l'avais pas vue. En l'ouvrant, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Une facture de service public. Énorme. 300 euros. Avec un avertissement si je ne payais pas dans 3 jours. L'électricité, l'eau, le gaz seraient coupés, 400 euros. Toutes mes économies, mises de côté pour les jours difficiles. Ce jour était arrivé, je me suis effondrée dans un fauteuil, relissant la facture. Comment cela avait-il pu arriver? J'avais toujours payé à temps. Puis je me suis souvenue, il y a 3 mois, Nicolas avait dit qu'il s'occuperait des factures pour t'alléger un peu, maman. Je lui avais donné l'argent. Il avait dû oublier de payer, ou l'avait dépensé ailleurs. Et les mois suivants, pareil. Maintenant, je fixais le papier, le désespoir montant. Ils pensent tous que je suis un distributeur, une servante, invisible. Mais que puis-je faire? C'est ma famille, ma seule famille. Demain, je devrais retirer toutes mes économies, payer cette dette, et ensuite, quelque chose doit changer, je ne sais pas quoi, mais ça ne peut continuer ainsi. Je ne peux plus être invisible chez moi. Il faut faire quelque chose. Mais quoi? Avec ces pensées, je suis montée dans ma chambre, me suis allongée,
fermant les yeux, sentant des larmes couler sur mes joues. Demain serait un nouveau jour. Peut-être apporterait-il une solution. La banque ouvrait à 9 heures. J'étais devant la porte 10 minutes avant, serrant mon livret d'épargne, comme un trésor. C'était le cas, 67 euros, tout ce que j'avais économisé en 4 ans comme caissière, pour réparer le toit, une nouvelle machine à laver, un jour difficile. Ce jour était là, un jeune employé, Simone, m'a regardé perplexe quand j'ai demandé à retirer tout. Vous êtes sûre, Madame Morel? Peut-être juste une partie. J'ai besoin de tout, Aïgé dit fermement, bien que tremblante intérieurement et en liquide. S'il vous plaît? Il m'a regardé, comme pour vérifier ma santé mentale, puis a hoché la tête, commençant le retrait. Vous savez, Madame Morel, si vous avez des difficultés financières, la banque propose des conseils. Merci, Simone, mais j'ai juste besoin de mon argent. Léger interrompu, je n'avais pas besoin d'un jeune me disant comment gérer mes finances, sortant avec une enveloppe pleine de liquide. Je suis allé directement au bureau des services publics, une femme corpulente, d'âge moyen, au visage fatigué, n'a pas scellé. Quand j'ai posé 3400 € sur le comptoir. Signez ici, a-t-elle dit, me tendant un reçu. Et voici votre copie. Votre dette est payée. Merci, ai-je dit, ressentant du soulagement, du vide. Mes économies envolées, la sécurité durement acquise disparut. En allant au travail, je ne pouvais chasser le sentiment d'injustice. Pourquoi devais-je payer pour des factures qu'ils utilisaient, leur eau chaude pour leurs douches interminables, l'électricité pour leurs ordinateurs, télévision, le chauffage qu'ils réglaient à leur guise, sans penser au coût. Et Nicolas, il a pris l'argent pour payer. Et quoi? Dépenser, oublier, ou jamais prévu de payer. Elisabeth, tu sembles distraite, a remarqué Paul. Après ma deuxième erreur de monnaie, tout va bien. Oui, juste pas assez dormi. Aïe menti, je ne pouvais lui parler de mes problèmes familiaux. Prends une pause. Un thé? Merci, Paul. Ça va? Ai-je tenté de sourire, peu convaincant. À la pause déjeuner, Brigitte a appelé. Je voulais lui parler des factures, de mes économies dépensées, mais j'avais trop honte. Honte d'admettre que mes enfants me traitaient ainsi, que je les laissais faire. Elisabeth, tu m'écoutes. Sa voix m'a ramené à la réalité. Désolée. J'étais perdue dans mes pensées. Que disais-tu? Je demandais si tu viens à notre rendez-vous demain. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Je vais essayer. Ai-je répondu, incertaine. Oh, mais tu sais, avec les enfants. Je sais, a-t-elle dit, désapprobatrice. Tes enfants sont grands. Elisabeth, ils ont leurs propres enfants. Quand as-tu fait quelque chose pour toi? Je n'ai pas répondu. Je ne m'en souvenais pas après le travail. Je suis passé au marché, achetant de quoi faire un dîner spécial. Steaks, légumes frais, pommes de terre pour une purée, ingrédients pour une tarte aux pommes. Le dessert préféré de Nicolas. Je ne sais pourquoi. Peut-être pour créer une bonne ambiance avant de parler des factures, ou par habitude de leur plaire. À la maison, personne n'était là, juste une note de Mathilde sur le frigo. Récupérer les enfants à l'école. On sera là pour le dîner. J'ai commencé à cuisiner, voulant tout rendre parfait, dressant la table dans la salle à manger, pas la cuisine. Comme d'habitude, sortant les belles assiettes d'Henri et moi, réservées aux fêtes, j'ai allumé des bougies,
C'était sentimental, mais je voulais que ce soir soit spécial, pas juste pour parler des économies, mais pour sentir que j'étais encore de cette famille. Appréciés, ils sont rentrés ensemble, Mathilde avec Guillaume, les enfants, Nicolas avec Céline. Leurs voix animées montraient leur bonne humeur. « Waouh! On dirait une fête !» s'est exclamé Nicolas, entrant dans la salle à manger. « Qu'est-ce qui se passe? Maman, on a raté un anniversaire. » Non, je voulais juste faire quelque chose de spécial. A.I.G. répondit, souriant. « Eh bien, t'es quelque chose ?» a dit Mathilde, secouant la tête, mais souriant aussi. Allez, les enfants, lavez-vous les mains. À table, ils se sont assis. Nicolas avec Céline, Mathilde avec Guillaume, Anaïs, Margot, Léo. J'ai pris ma place en bout de table. Celle d'Henri, autrefois. Ça a l'air délicieux, a remarqué Guillaume, se coupant un gros morceau de steak. Merci. J'ai dit, fier. J'ai fait de mon mieux. Alors, on célèbre quoi? A demandé Céline, coupant un petit morceau de viande, toujours au régime. Rien de spécial. J'ai hésité. Je voulais parler de quelque chose d'important. Ne fais pas traîner. D'accord. A cligné Nicolas. Céline et moi avons des billets pour le cinéma à 20h30. Et faut coucher les enfants. A ajouté Mathilde. Demain, c'est l'école. J'ai hoché la tête, sentant mon cœur s'enfoncer. Même maintenant, ils étaient pressés de partir. Au fait, Mathilde, t'as entendu parler de la maison Lebrun? Nicolas s'est animé. Ils la vendent pour 80 000 €. Tu imagines? Vraiment. Mathilde a haussé les sourcils. Elle ne vaut pas plus de 200 francs. Exactement. Rit Nicolas. Ils sont fous. Personne n'achètera. Je sais pas, a dit Guillaume, pensif. C'est un bon quartier. Les écoles sont proches. Peut-être qu'un acheteur se présentera. Si on avait cet argent, a soupiré Céline. Je préférerais une maison à Port-Blanc. C'est plus prestigieux. D'accord. A hoché Mathilde. Mais nous, on a besoin de quelque chose de plus modeste. Peut-être après mon augmentation promise. Vous voulez déménager? Je ne pouvais cacher ma surprise. Il n'en avait jamais parlé. Allons, maman, on ne peut pas vivre ici éternellement, a dit Nicolas, comme si c'était évident. Les enfants ont besoin de plus d'espace, et Céline et moi aussi. Mais il y a 4 chambres. J'ai souligné un grand jardin. Grand, avec des installations vétustes, un toit qui fuit. Mathilde s'est tuée, réalisant qu'elle m'avait blessée. De toute façon, il faudra avancer un jour. Je comprends. J'ai dit doucement, bien que je ne comprenne pas vraiment pourquoi parlait-il de déménager tout en restant chez moi. Pourquoi ne pas économiser, au lieu de dépenser dans des restaurants, des films? De quoi voulais-tu parler, maman? A demandé Nicolas, ramenant la conversation. J'ai pris une profonde inspiration. On a reçu une facture de service hier, 400 €. Silence à la table. Nicolas a figé, fourchette en main. Mathilde a froncé les sourcils. Guillaume et Céline ont échangé des regards. 400 €. A demandé Mathilde. Comment c'est possible? Les factures n'ont pas été payées depuis 3 mois. J'ai dit, regardant Nicolas. Tu avais dit que tu t'en occuperais? Souviens-toi. Nicolas a grimacé.
posant sa fourchette. Zut! Oh oui, désolé, maman. J'ai complètement oublié. J'avais des dépenses urgentes et tu as dépensé l'argent des factures. La voix de Mathilde était incrédule. Je ne voulais pas. C'est défendu Nicolas. Ça, c'était juste imprévu. Et peu importe. A interrompu Céline. Que fait-on maintenant? Ils vont couper l'électricité. Non. AIG secouait la tête. J'ai déjà payé. Tu as payé. Nicolas m'a regardé, surpris. Où as-tu trouvé l'argent? C'était mes économies. AIG répondit doucement. C'est toutes mes économies. Silence encore. Ils digéraient l'information, regardant leurs assiettes, le plafond. Mais pas moi. Eh bien, merci, maman. A dit Nicolas enfin. Je te rembourserai, dès que possible. On aidera tous. A ajouté Mathilde. C'est une responsabilité partagée. J'ai hoché la tête, n'y croyant pas. Combien de fois avait-il promis de rembourser, d'aider, et combien de fois avait-il tenu parole? Mais tu sais, maman, a continué Nicolas. Mais peut-être que c'est un signe. Un signe. Je ne comprenais pas. Eh bien, qu'il est temps de changer, a-t-il dit, sirotant son vin. Tu n'es plus toute jeune. Tu travailles toute la journée. Tu t'occupes des enfants. Nicolas veut dire, a interjeté Mathilde, que peut-être tu devrais penser à un autre mode de vie. En autre mode de vie. L'anxiété montait en moi. Il y a d'excellentes maisons de retraite. A ajouté Céline. Ma tante y est depuis l'an dernier. Ils ont tout le confort, du personnel médical, des activités. Vous voulez que j'aille en maison de retraite? Je n'en croyais pas mes oreilles. Pas une maison de retraite, une résidence pour seniors. A corrigé Nicolas. C'est totalement différent. Mais c'est ma maison, ça y j'ai dit, désignant la pièce, la maison d'Henri, et moi. Papa est parti depuis 4 ans. Si, a dit Mathilde doucement, et tu ne peux pas gérer une si grande maison seule. Je ne suis pas seule. AIG objecté. Vous êtes tous ici. Exactement, a hoché Nicolas. Et on voit comme c'est dur pour toi. Cuisiner, nettoyer, travailler. Tu te reposerais en résidence et on te rendrait visite. Ah, ajoutait Mathilde. Chaque semaine. Ou tous les 15 jours. A marmonné Guillaume, recevant un regard de reproche de sa femme. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il voulait se débarrasser de moi, m'expulser de ma propre maison. Après tout ce que j'avais fait pour eux, qu'adviendra-t-il de la maison? AIG demandait, connaissant la réponse. Eh bien, on pourrait rester ici. A commencé Nicolas. Une certaine, s'en occuper pendant que tu, jusqu'à ma mort, AIG finit pour lui. Et ensuite, la maison sera à vous. Maman, s'est exclamée Mathilde, ce n'est pas ce qu'on pense. On s'inquiète pour toi. Vraiment? La colère montait en moi. Vous vous inquiétez pour moi quand vous oubliez de payer les factures, quand vous me faites annuler mes plans avec mon ami pour garder vos enfants, quand vous empruntez de l'argent jusqu'à la paye sans jamais rembourser. Ce n'est pas juste. Nicolas semblait offensé. On sacrifie beaucoup aussi. Tu crois que c'est facile, vivre tous ensemble dans une maison. Ma maison, AIG clarifié. La maison pour laquelle j'ai payé 3 400 € de mes économies. Maman,
Tu es bouleversée, on comprend. A essayé Mathilde de reprendre le contrôle. Parlons-en quand tout le monde sera calmé. Non, a secoué la tête. Parlons maintenant. Vous vivez chez moi depuis 4 ans. Vous aviez dit temporaire. Je cuisine, nettoie, garde les enfants, travaille, paye les factures. Et maintenant, vous me dites d'aller en maison de retraite pour que ce soit plus pratique pour vous. Toute trompée. Nicolas semblait agacé. On fait ça pour ton bien? Pour mon bien? J'ai ri amèrement. Vous savez ce qui serait bon pour moi. Si vous grandissiez enfin, viviez seul. Si vous me respectiez chez moi, si vous me voyiez comme une personne, pas une baby-sitter gratuite, un distributeur. On te respecte. Maman? Mathilde semblait blessée. Mais tu deviens difficile. Tu te plains tout le temps. Critiques. Es insatisfaite? Insatisfaite. Je n'en croyais pas mes oreilles. Quand ai-je râlé? Quand ai-je critiqué? Maintenant, si marmonnait Guillaume. Et franchement, c'est épuisant. Guillaume, l'a réprimandé Mathilde, mais a soupiré. Il a raison. Maman, tu es souvent malheureuse. Peut-être l'âge, la fatigue, mais c'est dur d'être avec toi. Et ce n'est pas bon pour les enfants, a ajouté Céline. Ils ressentent la tension. J'ai regardé mes petits-enfants. Observant l'argument des adultes, Anaïs semblait s'ennuyer, Margot effrayée. Léo picorait son assiette. Donc, c'est peut-être mieux, a conclu Nicolas. Tu serais plus à l'aise en résidence. Et nous? Et vous resterez dans ma maison. Aïe, j'ai fini. Jusqu'à ce qu'on trouve autre chose. Il a hoché la tête. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Mieux pour tout le monde? Aïe, répété, sentant quelque chose se briser en moi. Merci pour le dîner. Maman, a dit Mathilde, se levant. Mais faut coucher les enfants. Demain, c'est l'école. On va au cinéma, a dit Nicolas, se levant aussi. Le film commence dans 40 minutes. Bien sûr. Aïe, hoché la tête. Allez-y. Ils sont partis. Mathilde avec les enfants à l'étage, Nicolas avec Céline dehors. Seul Guillaume restait, finissant son dessert. Prends pas ça mal. Élisabeth, a-t-il dit, la bouche pleine. Mais là, ils veulent vraiment ce qu'il y a de mieux? De mieux pour qui? Aïgé demandait doucement. Il a haussé les épaules, fini sa torte, et est parti, me laissant seul, entouré de plats, à moitié mangés, de bougies éteintes. J'ai commencé à débarrasser mécaniquement, en pilote automatique, rangeant les restes, lavant la vaisselle, essuyant la table, ma tête vide, trop d'émotions pour une journée, trop de trahison. Une fois la cuisine finie, je suis montée dans ma chambre, m'asseyant sur le lit, fixant le mur. La maison était calme. Mathilde avait probablement couché les enfants. Guillaume regardait la télé dans leur chambre. Nicolas et Céline étaient partis. Merci. Maintenant, va-t'en, on n'a plus besoin de toi. C'est ce qu'il m'avait dit aujourd'hui, après des années à m'occuper d'eux. Tous les sacrifices. J'ai payé leurs dettes en remerciement. Ils veulent m'expulser de ma maison. Je me suis allongée tout habillée sur la couverture. Le sommeil ne venait pas. Des fragments de la conversation, des souvenirs, des pensées sur l'avenir tourbillonnaient. Que faire? Où aller? Comment continuer? J'imaginais une maison de retraite, petite chambre, entourée d'étrangers, visitée rare de mes enfants, par devoir plutôt que par amour. Non, ce n'est pas une vie, pas celle que je veux. Puis, j'ai pensé à Henri. Que dirait-il?
voyant comment ses enfants me traitent. Il était plus strict que moi. Ne les laisse pas te marcher dessus. Élisabeth, disait-il, ils doivent te respecter. Respect. Quand mes enfants m'ont-ils montré du respect? Quand m'ont-ils vu comme une personne? Pas une annexe de la maison. À 2 heures du matin, j'ai entendu Nicolas et Céline rentrer, sans chercher à être discret, parlant fort. Riante, claquant les portes, ils s'en moquaient si j'essayais de dormir. Bien sûr, j'étais invisible, un fantôme chez moi, mais ça ne pouvait continuer. Quelque chose devait changer, et seul moi pouvais le changer. J'ai passé le reste de la nuit avec cette pensée, sans sommeil, anxieuse, pensive. Le matin m'a trouvée avec des yeux rouges, une résolution ferme. Il était temps d'agir. Le matin est arrivé soudainement. Je n'avais pas remarqué m'être assoupi à l'aube, réveillé par le claquement de la porte d'entrée, les voix bruyantes des enfants se préparant pour l'école. L'horloge indiquait 7h30. J'aurais dû me lever 1 heure plus tôt, faire le petit déjeuner, préparer les déjeuners des petits-enfants. Mais aujourd'hui, personne ne m'a réveillé, personne n'a frappé ou appelé à l'aide. Pour la première fois, ils se sont débrouillés seuls. Je suis sorti du lit lentement, le corps douloureux, après une nuit agitée. Je me suis lavé, habillé, descendant à la cuisine. Le chaos matinal habituel, vaisselle sale, mietté sur la table, juste renversé, mais la maison était vide, tous partis. Une note de Mathilde sur le frigo. Conduis les enfants à l'école, on sera là ce soir. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu, pas même merci pour le dîner, juste des informations. On est parti, on revient, pas besoin de toi. Comme si la conversation d'hier n'avait jamais eu lieu. J'ai commencé à ranger mécaniquement, mais je me suis arrêtée. Pourquoi? Pourquoi nettoyer après eux? Pourquoi cuisiner? Lave. Être une servante invisible chez moi? La conversation d'hier a remué quelque chose. Un sentiment de valeur personnelle presque perdu. J'ai laissé le désordre, prise mon sac, et suis sortie. C'était mon jour de congé. Mais j'avais une chose importante à faire, voir Brigitte. Nous devions nous rencontrer au marché en plein air de Locmaria, un endroit animé où les marchands vendent des fruits frais, des crêpes chaudes. Brigitte m'attendait près de l'étal des pommes. Je ne l'avais pas vue depuis presque 2 semaines, annulant sans cesse pour des obligations familiales. Élisabeth a-t-elle fait signe, tenant un panier. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. Brigitte Fournier, ma meilleure amie de face, ancienne enseignante, maintenant une veuve énergique de 67 ans, cheveux gris courts, écharpe colorée, sa marque de fabriqué. Tu as une mine affreuse, si a-t-elle dit, quand je me suis approchée, choisissant une pomme rouge. La franchise était son trait. Que s'est-il passé? J'ai ouvert la bouche pour dire rien, comme d'habitude. Mais soudain, j'ai éclaté en larmes. Là, au marché, parmi les cris des vendeurs, l'odeur des crêpes, au beurre, des larmes roulant sur mes joues. Impossible à arrêter. Brigitte m'a tendu un mouchoir en silence, posant son panier. Raconte tout. Et j'ai raconté les factures, les économies dépensées, le dîner d'hier, la proposition d'aller en maison de retraite, comment mes enfants voulaient m'expulser de chez moi, entourés par le brouhaha du marché et le parfum des pommes fraîches. C'est salaud, a juré Brigitte. Quand j'ai fini, désolée, Élisabeth, mais tes enfants sont des parasites ingrats. Yes, et ils n'ont pas toujours été comme ça. Ai-je tenté de défendre sans y croire? Peut-être pas. A convenu Brigitte. Mais ils le sont maintenant. Et sais-tu pourquoi? Parce que tu les as laissés faire,
Que devais-je faire? Les mettre à la rue. Pas les mettre à la rue, mais poser des règles, des limites, exiger du respect. Brigitte a choisi une autre pomme, la mettant dans son panier. Je te l'ai dit il y a 4 ans, quand ils ont emménagé, temporaire. Souviens-toi? J'ai hoché la tête. Bien sûr, je me souvenais. Tous disaient que ce ne serait pas long. Ah, tu es trop gentille. Élisabeth, toujours été, a secoué Brigitte la tête. Mais la gentillesse sans respect de soi n'est pas de la gentillesse, c'est de l'autodestruction. Elle avait raison. Je le savais, au fond. Je savais toujours que je laissais mes enfants profiter de moi. Mais l'admettre, à voix haute, était effrayant. Que dois-je faire? Brigitte. Je me sentais perdue. Où irais-je? Je n'ai pas d'argent pour un autre endroit, presque plus d'économie. Pourquoi un autre endroit? Brigitte me regardait comme si j'étais folle. C'est ta maison, à toi légalement. Tu peux les expulser, pas l'inverse. Expulser mes propres enfants. Oui, Brigitte était catégorique. Ah, ce sont des adultes, Élisabeth. Ils ont des emplois, des revenus. Ils peuvent louer un appartement. Tu mérites de vivre chez toi en paix, respecté. Mais comment l'idée d'expulser mes enfants semblait effrayante, libératrice. Il te faut un avocat? Brigitte a sorti un carnet, feuilletant. Je connais un excellent, Alain Dubois. Il a aidé ma nièce dans une situation similaire. Elle a trouvé la page, écrivant le numéro sur un mouchoir. Ah, tiens, appelle-le, juste pour des conseils. Connaître tes droits, ça n'engage à rien. J'ai pris le mouchoir, sentant tenir une grenade dégoupillée. Je ne sais pas, Brigitte. Ma voix tremblait. Ça semble si drastique. N'est-ce pas radical qu'ils veuillent t'expulser de ta maison? A-t-elle grogné? Écoute, je ne dis pas de le faire maintenant, mais savoir tes droits, c'est utile. Elle avait raison, comme toujours. La connaissance est un pouvoir, même sans utiliser l'information. C'était utile. D'accord. Aïgé hochait la tête. Je l'appellerai Zoup. A souri Brigitte, posant sa main sur la mienne. Et souviens-toi, Élisabeth, tu n'es pas seule, quoi qu'il arrive. Je suis là, ma chambre d'amis est toujours ouverte. Merci. Aïe, j'ai dit, sentant des larmes monter, mais de gratitude cette fois. Après Brigitte, je ne suis pas rentrée. Je suis allée dans un petit parc, m'asseyant sur un banc, sortant mon téléphone, le mouchoir avec le numéro d'Alain Dubois, fixant les chiffres, luttant contre mes doutes. Étais-je prête à ce pas? Expulser mes enfants, mes petits-enfants. Mais quelle alternative? Aller en maison de retraite, leur laisser la maison, vivre de leurs rares visites charitables. Ils m'oublieraient vite, comme ils ont oublié leur promesse d'aide, de payer les factures. J'ai composé le numéro, avant de changer d'avis. Après 3 sonneries, une voix masculine a répondu. Cabinet Dubois, comment puis-je vous aider? Bonjour. Ma voix tremblait. Je m'appelle Élisabeth Morel. J'ai besoin de conseils sur une affaire familiale. En instant. Une pause. Puis, Monsieur Dubois peut vous voir aujourd'hui à 14 heures. Ça vous convient? J'ai regardé ma montre. 11 heures. J'avais le temps? Oui, merci. Où est votre bureau? J'ai noté l'adresse. Remercier, raccrocher. Mon cœur battait, comme si j'avais fait quelque chose d'illégal, mais non, j'avais juste décidé de connaître mes droits. Ça ne signifiait pas que je les exercerais. Aussi, j'avais 3 heures à tuer.
Je suis allé à la bibliothèque municipale, un endroit calme, paisible, pour rassembler mes pensées, prenant un livre au hasard, m'asseyant dans un fauteuil moelleux dans un coin, mais je ne pouvais me concentrer. Mes pensées revenaient à la conversation d'hier, aux mots de Brigitte, à la réunion avec l'avocat. Comment en était-on arrivé là? Comment ma relation avec mes enfants était-elle devenue un cauchemar? Je pensais toujours faire ce qu'il fallait, les soutenir, les aider, sacrifiant mes intérêts pour leur bien-être. N'est-ce pas ce que font les bonnes mères? Mais peut-être avais-je tort. Peut-être l'amour véritable n'est pas seulement du soutien, mais aussi des limites, pas seulement du sacrifice, mais du respect de soi, en laissant mes enfants me traiter comme une servante. Je ne les aidais pas à devenir meilleurs, mais encourageais leur égoïsme. À 13h45, j'ai quitté la bibliothèque, me dirigeant vers le bureau d'Alain Dubois, un petit bâtiment de 2 étages sur la rue des Ormes, vieux, mais bien entretenu, avec une plaque en laiton. Alain Dubois, avocat. Une jeune femme à l'accueil m'a accueilli. Madame Morel. Monsieur Dubois vous attend. Entrez. Elle m'a conduite dans un bureau où un homme d'environ 52 ans, cheveux grisonnants, yeux gris, attentifs, était assis derrière un grand bureau en bois. Madame Morel, a-t-il dit, se levant, me tendant la main. Alain Dubois, asseyez-vous. Je me suis assise, mal à l'aise, incertaine. Je n'avais jamais eu affaire à des avocats. Comment puis-je vous aider? A-t-il demandé. Je lui ai raconté l'histoire, la mort d'Henry, l'emménagement temporaire des enfants, comment j'étais devenue invisible chez moi, la proposition d'hier d'aller en maison de retraite. Alain Dubois écoutait attentivement, prenant des notes. Quand j'ai fini, il a posé quelques questions. La maison est à votre nom? Oui, à mon nom et celui de Henry après sa mort. Je suis devenue la seule propriétaire. Y a-t-il des accords écrits avec les enfants sur leur séjour? Un bail? Un contrat de cohabitation? Non. Rien. Ils ont juste emménagé. Payant-ils un loyer? Aidant-ils avec l'hypothèque? Les factures? Ils me donnent un peu d'argent parfois, mais pas régulièrement. Je paye presque tout. Il a hoché la tête, notant une dernière chose, posant son stylo, me regardant. Madame Morel, juridiquement, c'est simple, la maison vous appartient. Vos enfants sont adultes, vivant chez vous sans bail formel. Légalement, ce sont des locataires informels, vous avez tous les droits de mettre fin à cet accord. Donc, les expulser. Ça, exactement. A-t-il hoché la tête? Pour cela, il faut leur donner un avis d'expulsion formel. Ici, le délai minimum est de 30 jours. Après, s'ils ne partent pas volontairement, vous pouvez aller en justice pour les expulser. Il parlait calmement, comme s'il s'agissait d'étrangers, pas de mes enfants. Mes petits-enfants, ça semble si cruel. J'ai murmuré. Cruel. Alain Dubois a haussé un sourcil. Madame Morel, puis-je poser une question? Si vos enfants étaient des locataires, ne payant pas de loyer, mettant le désordre, vous manquant de respect, voulant vous expulser de votre maison, trouveriez-vous cruel de leur demander de trouver un autre endroit? Je suis restée silencieuse. Il avait raison. Bien sûr, si c'était quelqu'un d'autre, je n'hésiterais pas. Écoutez. Sa voix s'est adoucie. Je comprends que c'est une décision difficile. On parle de vos enfants, de votre relation, mais parfois, il faut poser des limites pour garder une relation saine. Et s'ils me détestent? Cette peur me hantait. Ils seront peut-être en colère un temps? A-t-il admis?
Mais s'ils vous aiment vraiment, ils comprendront que vous avez droit au respect, à l'espace, et s'ils ne comprennent pas, peut-être faut-il réfléchir si vous voulez continuer une relation qui vous rend malheureuse. J'ai pensé à ces mots. Voulais-je continuer ainsi, invisible, servante, distributeur? Non, certainement pas. Que dois-je faire? A.I.G. demandait enfin. Pour commencer, je peux préparer un avis d'expulsion formel. A-t-il dit, ouvrant un tiroir, sortant une pochette avec des formulaires. Ça ressemble à ça. Il m'a montré un échantillon, un texte sec, formel, notifiant de quitter les lieux dans les 30 jours. Si vous voulez, je peux le remplir maintenant. Vous pouvez signer ou prendre le temps d'y réfléchir. J'ai regardé le formulaire. Des émotions contradictoires en moi, peur, incertitude, culpabilité, mais aussi colère, rancune, désir de justice. Et si je change d'avis après avoir signé? A.I.G. demandé. Vous pouvez retirer l'avis à tout moment, a-t-il répondu. C'est votre droit. Personne ne peut vous forcer à expulser quelqu'un de chez vous. Si vous ne voulez pas, ça m'a un peu calmé. Je pouvais reculer si je trouvais ça trop loin. D'accord? A.I.G. hochait la tête. Remplissons-le. Alain Dubois a hoché la tête, commençant à remplir, demandant des détails, noms complets des enfants, adresse exacte, date d'emménagement. Je répondais mécaniquement, n'y croyant pas tout à fait. Voilà, a-t-il dit, me tendant le document fini. Vérifiez que tout est correct. Signez ici, si vous êtes d'accord. J'ai lu attentivement un avis officiel à Nicolas Morel, Céline Lambert, Mathilde Morel, Guillaume Martin, de quitter les lieux au 84 rue des Ormes, Locmaria. Dans les 30 jours suivant la réception, ma main tremblait. Prenant le stylo, étais-je prête? Était-ce une erreur? Le regretterais-je? Mais je me souvenais de la conversation d'hier. Merci. Maintenant, va-t'en. On n'a plus besoin de toi. C'est ce qu'il m'avait dit. Après des années de soins, de sacrifices, j'ai signé. Mais excellent, a dit Alain Dubois, faisant une copie, me tendant l'original. Oh. Maintenant, il faut remettre cet avis à chacun en personne, ou le laisser en évidence dans la maison. Je recommande la première option, pour éviter tout litige sur la réception. Et s'il l'ignore ou refuse de partir, A.I.G. demandé. Alors, après 30 jours, nous demanderons une expulsion. A-t-il répondu? Mais ça va rarement jusque-là. La plupart partent volontairement pour éviter les frais judiciaires, une expulsion sur leur dossier de crédit. J'ai hoché la tête. Bien que l'idée d'un tribunal me rendait nerveuse, mais ne vous inquiétez pas, a dit Alain Dubois, comme lisant mes pensées. La loi est de votre côté, et souvenez-vous, c'est votre maison. Vous avez le droit d'y vivre, en paix, respectée. Combien vous dois-je pour la consultation? A.I.G. demandé, ouvrant mon sac. La première est gratuite. A-t-il souri? Si vous décidez d'aller plus loin, besoin d'aide judiciaire. Nous discuterons des honoraires. J'ai les remercié, quittant le bureau, serrant l'avis d'expulsion. Dehors, il faisait soleil, chaude, mais en moi, une tempête d'émotions. Qu'avais-je fait? Était-ce juste? Trop radical. J'ai marché dans les rues de Locmaria, sans prêter attention alentour, plongé dans mes pensées, presque inconsciemment. Mes pas m'ont mené chez Brigitte. Elle y a ouvert, vous m'envisage, m'a laissé entrer sans un mot. Thé? A-t-elle demandé, me conduisant à la cuisine. Oui, s'il te plaît. A.I.G. dit, m'effondrant dans une chaise, tenant toujours la vie.
Brigitte a mis la bouilloire, s'asseyant en face. Tu as vu un avocat? J'ai hoché la tête, posant le document sur la table. Elle l'a lu, hochant la tête. Ah, bien, c'est le premier pas. Je ne sais pas, Brigitte. Ma voix tremblait. Est-ce que je fais ce qu'il faut? Ce n'est pas trop cruel. Cruel? A-t-elle grogné? Ah, cruel. C'est quand tes enfants veulent t'expulser de ta maison? Cruel! C'est qu'ils t'utilisent comme baby-sitter, distributeur, puis disent que tu gênes. Ce que tu fais n'est pas cruel. Élisabeth, c'est de l'autodéfense. Je savais qu'elle avait raison, mais c'était effrayant. Effrayant de perdre mon dernier lien avec ma famille, d'être vraiment seule. Et s'ils me détestent, ai-je exprimé ma plus grande peur. S'ils te détestent pour t'être défendu, eh bien, désolée d'être franche. Ils ne t'aimaient pas beaucoup au départ. Brigitte était brutalement honnête. Comme toujours, le vrai amour inclut le respect, Élisabeth, et c'est exactement ce qui manque dans votre relation. La bouilloire a bouilli. Brigitte s'est levée pour faire le thé. Je regardais son dos. Droit malgré ses 67 ans. Brigitte savait toujours ce qu'elle voulait, n'avait pas peur de le prendre. Elle avait vécu 40 ans avec son mari dans l'amour, le respect. Après sa mort, elle continuait une vie pleine. Voyager, apprentissage, de l'espagnol, chant dans une chorale. Elle ne laissait jamais ses enfants, petits-enfants, la dominer. Ils l'aimaient, la respectaient pour ça. Pouvais-je être ainsi? Trouver la force de défendre mes droits, ma dignité. Tu sais ce qui est le plus dur? Ai-je dit. Quand Brigitte a posé une tasse devant moi, ce n'est pas l'expulsion elle-même, c'est de réaliser que je l'ai permis, que je suis coupable. C'est en partie vrai. Brigitte n'a pas menti pour me réconforter. Tu les as laissés te marcher dessus trop longtemps, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réparer. Il n'est jamais trop tard pour commencer à te respecter, Élisabeth. Mais comment leur donner cet avis? J'ai regardé le document. Et que dois-je dire? La vérité. A rosser Brigitte les épaules. Que tu les aimes, mais que tu ne peux plus vivre ainsi. Que la maison t'appartient. Que tu veux y vivre en paix, respectée. Qu'il est temps qu'ils se tiennent sur leurs jambes. Vivent indépendamment, comme des adultes. Ça semblait si simple venant d'elle. Mais je savais que la conversation serait difficile. Ils seraient en colère, m'accuseraient, peut-être me menaceraient. Étais-je prête? Et si je flanche? Ai-je demandé doucement. Tu ne flancheras pas? Ça, a répondu Brigitte. Confiante. Et tu es plus forte que tu ne penses, Élisabeth. Tu l'as toujours été. Tu l'as juste oublié. J'ai siroté mon thé, sentant la chaleur me réconforter. Peut-être Brigitte avait raison, peut-être étais-je plus forte. Après tout, j'avais survécu à la mort de mon mari, trouvé un travail à 61 ans, soutenu une grande maison, une famille. N'était-ce pas de la force? Ça. Merci, Brigitte. Ai-je souri. Pour le thé, ton soutien. Pour toujours me dire la vérité, même quand je ne veux pas l'entendre. C'est à ça que servent les amis. A-t-elle cligné? Et souviens-toi, quoi qu'il arrive, ma portée est ouverte. J'ai fini mon thé. Nous avons parlé de sa chorale, du livre qu'elle lisait, de la météo, des prix, des courses, sujets quotidiens qui m'ont calmé, aidé à rassembler mes pensées. En partant, le soleil se couchait bientôt. Les enfants rentreraient. Je devrais prendre la décision la plus difficile de ma vie. Bonne chance. Mac enlaçait Brigitte. Appelle-moi quand c'est fini. Si je suis rentrée, serrant l'avis d'expulsion.
sentant ma détermination croître à chaque pas pendant des années. J'avais été invisible, une ombre, une servante, un distributeur. Mais aujourd'hui, tout changerait. Aujourd'hui, je redevenais Élisabeth Morel, une femme connaissant sa valeur, n'ayant pas peur de se défendre. Ce serait difficile, douloureux, effrayant, mais nécessaire. Pour moi, car l'amour véritable n'est pas seulement sacrifice, compromise, mais aussi limite, respect, dignité. Je suis rentrée, m'asseyant dans le salon, posant l'avis d'expulsion sur la table basse. Les enfants seraient là dans 1 heure. Alors, je ferai ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Reprendre ma maison, ma vie. Je restais là, serrant l'avis officiel, écoutant le tic-tac de l'horloge murale. Chaque minute me rapprochait du moment où je devrais faire le pas le plus difficile de ma vie. D'hôtesse, pieuse, fragment de la conversation d'hier, conseil de Brigitte, d'Alain Dubois tourbillonné. Faisais-je le bon choix? N'était-ce pas trop cruel? Y avait-il une autre issue? Mais plus j'y pensais, plus c'était clair. Pas d'autre issue. Mes enfants avaient oublié ce qu'était le respect. Ils me prenaient pour acquise, comme un ajout gratuit à la maison qu'ils considéraient comme la leur. Si je n'y mettais pas fin maintenant, je me retrouverais en maison de retraite, seule, oubliée. La porte d'entrée a claqué. J'ai sursauté, j'entendais des voix. Mathilde, Guillaume, les enfants étaient rentrés. J'ai pris une profonde inspiration, calmant mon cœur battant. Ce n'était pas encore l'heure. Je devais attendre Nicolas et Céline. Tous. Maman, t'es là? La voix de Mathilde venait du couloir. Ah, oui, dans le salon. Aïgé répondit, cachant la vie sous un coussin du canapé. Mathilde a passé la tête, tenant des sacs de course. So, te voilà. On s'est arrêté au marché. Plus de lait, de céréales. J'ai acheté du poulet pour le dîner. Tu peux cuisiner? J'ai des rapports à finir ce soir. Mathilde, fidèle à elle-même, pas une question, une affirmation. Oh, bien sûr, je vais cuisiner, comme toujours. J'ai pensé que c'était la dernière fois, le dernier dîner que je ferais en tant que leur cuisinière gratuite. Dans la cuisine, Mathilde déchargeait les courses, Guillaume était monté, les enfants avaient disparu dans leur chambre, laissant sac, veste dans le couloir. Comment était ta journée? Aïgé demandait, coupant le poulet. Comme d'habitude. Arrossait Mathilde les épaules. Réunion avec un client, puis le bureau, puis récupérer les enfants. Comment vont les enfants à l'école? Bien. A-t-elle balayé, regardant sa montre. Écoute, faut que je retourne travailler. Appelle-moi quand le dîner est prêt. Sans attendre de réponse. Elle est partie. Je suis restée seule, coupant mécaniquement les légumes pour l'accompagnement. Depuis quand mes enfants m'avaient-ils vraiment parlé? Quand nos conversations s'étaient-elles réduites à des instructions, des rapports? 1 heure plus tard, Nicolas et Céline sont rentrés. Je les ai entendus, discutant vivement, leurs voix s'éteignant. Ils étaient montés, sans passer par la cuisine pour dire bonjour. Le dîner était prêt à 19 heures. J'ai dressé la table, appelé tout le monde, prenant ma place en bout de table quand tous étaient réunis. Nicolas, Céline, Mathilde, Guillaume, Anaïs, Margot, Léon. J'ai senti une boule dans la gorge. C'était le dernier dîner ensemble. La dernière fois que je les regardais comme une famille sous un même toit. Ça a l'air délicieux. Maman, a remarqué Nicolas, se servant une grosse portion. Merci. Aïgé sourit. Crispé, il mangeait, discutant du travail, de l'école, des connaissances. Je participais à peine,
personne ne semblait le remarquer, j'étais comme un meuble, table, chaise, buffet, partie du décor. Quand ils ont presque fini, j'ai raclé ma gorge. Dit Sand, il faut que je vous parle, à tous. Quelque chose dans ma voix les a fait taire. Me prêter attention. Nicolas a haussé les sourcils. Mathilde a froncé les siens. Céline et Guillaume ont échangé des regards rapides. Mais quelque chose ne va pas, a demandé Mathilde. Oui, j'ai dit, me levant, allant au salon chercher la vie. En revenant, j'ai posé 4 copies sur la table. C'est pour vous. Nicolas a pris une feuille, l'a lue, son visage a changé. C'est quoi ça? Et sa voix montait de surprise. Un avis d'expulsion. J'ai répondu calmement, bien que tremblante intérieurement. Vous avez 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre et déménager. Silence complète à la table. Mathilde a saisi sa copie. Céline, Guillaume ont suivi. Les enfants regardaient les adultes, confus, sentant quelque chose de grave. C'est une blague. Mathilde a ri nerveusement. Maman, tu plaisantes? Non. J'ai secoué la tête. Je suis sérieuse. C'est ma maison. Je veux y vivre seule. Mais on est tes enfants. Nicolas semblait avoir reçu une gifle. Tu ne peux pas expulser tes propres enfants. Somme. Si. J'ai essayé de parler posément. Vous êtes des adultes, avec des emplois, des revenus, vous pouvez louer un appartement, acheter votre maison. C'est à cause de la conversation d'hier. Mathilde commençait à comprendre. Parce qu'on a suggéré une maison de retraite, maman, on veut juste veiller sur toi. Vraiment? Je les regardais dans les yeux. Vous veillez sur moi. Quand vous oubliez de payer les factures, quand vous me faites cuisiner, nettoyer, garder les enfants, sans dire merci. Quand vous me traitez comme une servante chez moi, tout est injuste. Nicolas a secoué la tête. On est reconnaissant pour tout ce que tu fais. Hein? Oui. Comment montrez-vous cette reconnaissance? Je ne pouvais cacher l'amertume, en suggérant que j'aille en maison de retraite, pour que vous viviez plus à l'aise chez moi. Une résidence pour seniors, pas une maison de retraite. Si, a corrigé Céline. Ça, c'est confortable, sûr. Ce n'est pas ma maison. J'ai rétorqué, et ça ne le sera jamais. Ma maison est ici. J'y reste. Et les enfants? Mathilde a sorti l'artillerie lourde. Tu mets tes petits-enfants à la rue. J'ai regardé mes petits-enfants. Anaïs levait les yeux au ciel. Margot semblait confuse. Léo picorait son assiette, peu intéressé. Je ne mets personne à la rue. J'ai répondu calmement. Vous avez 30 jours pour trouver un nouvel endroit. C'est largement suffisant. Tu ne peux pas faire ça. Nicolas a haussé la voix. C'est aussi notre maison. On a grandi ici. Oui. Et ensuite, vous avez grandi, déménagé, fondé vos familles. Et leur ai-je rappelé. Puis vous êtes revenus, temporairement. Il y a 4 ans. Je pense que le temporaire a assez duré. Mais on est une famille. Mathilde criait presque. Et une famille doit rester unie. Une famille, c'est le respect, le soutien mutuel. J'ai répondu, pas se servir les uns des autres. Vous m'utilisez, Mathilde, toi, Nicolas, Céline, Guillaume, tous, je ne suis pas votre mère, votre grand-mère. Je suis votre femme de ménage gratuite, votre distributeur. Ce n'est pas vrai. Nicolas a frappé la table. Quelle est? On t'aime. Mémé. J'ai souri amèrement.
Alors pourquoi, en 4 ans, ne m'avez-vous jamais demandé ce que je veux? Pourquoi ne m'avez-vous jamais questionné sur mes plans, mes rêves, mes désirs? Pourquoi pensez-vous que c'est normal que je travaille, cuisine, nettoyer, garde les enfants, sans un merci? Ils se sont tous, évitant mon regard, sachant que j'avais raison. Et mamie, tu ne nous aimes plus, a demandé Margot doucement. Mon cœur s'est serré. Je vous aime énormément. Ma chérie, ai-je regardé ma petite fille. Vous tous, toujours. Mais ça ne veut pas dire que je dois laisser qu'on me manque de respect. C'est pas juste. A lâché Anaïs soudain. T'es juste égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Sœur Anaïs, l'a réprimandé Mathilde, sans conviction. Ah, quoi? Mamie veut nous virer, parce qu'elle veut vivre seule. C'est égoïste. Oh, non! Anaïs, ai-je secoué la tête. L'égoïsme, c'est penser que les autres doivent sacrifier leurs intérêts pour votre confort. C'est ce que tu penses maintenant. La fille a boudé, croisant les bras. Ah, maman, calmons-nous. Parlons-en. Nicolas a changé de tactique. On comprend que tu es bouleversé. On a dit des choses qu'on n'aurait pas dû hier. Mais ce n'est pas une raison pour des décisions si drastiques. Ah, ce n'est pas une décision spontanée, Nicolas. L'ai-je regardé dans les yeux? J'y pense depuis longtemps, très longtemps. La conversation d'hier n'était que la goutte de trop. Qu'avons-nous fait de mal? Mathilde semblait sincèrement perplexe. Dis-le, en corrigera. Ce n'est pas une seule chose. ai-je soupiré. C'est l'attitude générale. Vous ne me voyez pas. Mathilde, vous ne me remarquez pas? Pour vous, je suis une fonction, pas une personne. Ça ne peut continuer. Et tu nous expulses. Nicolas n'y croyait toujours pas. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, je vous demande de déménager, de commencer vos propres vies. ai-je corrigé. Comme des adultes. Ça ne veut pas dire qu'on arrêtera de se parler, de se voir, juste chacun chez soi. Et ils se sont tous, assimilant l'information. Je voyais différentes émotions sur leur visage. Incrédulité, blessure, colère, peur. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. A dit Nicolas enfin, si on est ta famille, ta seule famille. Oui, vous êtes ma famille. Ai-je convenu, et vous le serez toujours. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit vivre sous le même toit, surtout si ça me rend malheureuse. Vivre avec nous te rend malheureuse. Mathilde semblait choquée. Avec tes propres enfants, petits-enfants, ce qui me rend malheureuse, c'est comment vous me traitez. Ai-je clarifié. Le fait de me sentir invisible chez moi, que ma vie soit un service sans fin à vos besoins, sans gratitude. Respect. Tu exagères? Nicolas a secoué la tête. On ne te traite pas mal. Vraiment. Je l'ai regardé. Alors pourquoi avez-vous décidé que vous pouviez me mettre dehors? Pourquoi pensez-vous que c'est normal que j'aille en maison de retraite pendant que vous restez ici? Silence encore. Il ne savait que dire. Écoute, maman. Mathilde a essayé de prendre ma main, mais je me suis reculée. Ne prenons pas de décision hâtive. Nous sommes tous bouleversés, confus. Peut-être devrions-nous y réfléchir. En discuter demain, à tête reposée. J'y ai réfléchi pendant de nombreuses nuits. Mathilde. Ai-je répondu. Ma décision ne changera pas. Vous avez 30 jours. Et si on ne trouve pas d'endroit en 30 jours? La voix de Nicolas semblait paniquer. Vous n'allez pas nous jeter à la rue? Si. Je suis sûre que vous trouverez.
Aïgé dit calmement. Mais si vous essayez vraiment... Et sinon, a-t-il insisté. Alors, il faudra régler ça en justice. Aïgé dit, essayant d'être confiante, bien que l'idée d'un procès avec mes enfants soit douloureuse, tu nous traînerais en justice. Mathilde semblait choquée. Tes propres enfants. J'espère que ça n'ira pas jusque-là. Aïgé dit honnêtement, mais je ne reculerai pas. Mathilde, pas cette fois. Je n'arrive pas à y croire. À marmonner Guillaume. Je n'y arrive juste pas. Je l'ai regardé et commencé à chercher un endroit où vivre. Le temps presse. Il me regardait avec incrédulité, rancune, colère, mais je voyais qu'il commençait à comprendre que j'étais sérieuse. Ah, d'accord, a dit Nicolas enfin, se levant. Si c'est ta décision, on trouvera un endroit, on déménagera, mais ne pense pas qu'on oubliera, maman. Je ne veux pas que vous oubliez. Aïgé répondit calmement. Je veux que vous compreniez, c'est différent. Il a secoué la tête, quittant la pièce. Céline l'a suivi, me lançant un regard désapprobateur. Tu fais une erreur. Maman, a dit Mathilde, triste, me regardant. Tu seras toute seule. Mieux vaut être seule que se sentir seule, entourée de sa famille. Aïgé répondit doucement. Elle a soupiré, se levant aussi. Allons-y, Guillaume, faut parler aux enfants. Quand ils sont partis, je suis restée à la table, entourée de plats à moitié mangés, d'assiettes vides. Je l'avais fait, vraiment fait. J'avais donné l'avis d'expulsion à mes enfants. Le monde ne s'était pas effondré. Le ciel n'était pas tombé. Je respirais encore. Mon cœur battait encore. J'ai commencé à débarrasser mécaniquement, en pilote automatique, rangeant les restes, lavant la vaisselle, essuyant le plan de travail, ma tête vide. Trop d'émotions pour une soirée, des voix étouffées venaient des chambres des enfants à l'étage. Mathilde et Guillaume expliquaient probablement la situation. Des voix excitées aussi de la chambre de Nicolas et Céline. Ils discutaient de moi, de ma trahison, de mon ingratitude. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Je sais que je fais ce qu'il faut pour eux. Pour moi, quand j'ai fini en cuisine, je suis montée dans ma chambre, m'asseyant sur le lit, fixant le mur, digérant tout ce qui s'était passé. Je me sentais vide, mais étrangement libre, comme si j'avais ôté un lourd fardeau porté des années. Le bruit de la porte m'a fait sursauter. Margot se tenait dans l'embrasure, l'air sérieux. « Ah, mamie, je peux entrer ?» a-t-elle demandé doucement. « Bien sûr, ma chérie. » Aïgé tapotait le lit à côté de moi. Elle s'est assise, tordant le bord de son t-shirt. « Maman a dit qu'on doit déménager, que tu nous mets dehors. »« Je ne vous mets pas dehors, Margot. » Aïgé corrigeait doucement. « Je demande à tes parents de trouver leur propre maison, comme des adultes doivent le faire. » Mais pourquoi? Elle me regardait avec ses grands yeux. « Tu n'aimes pas vivre avec nous. » J'ai soupiré. Comment expliquer des relations adultes complexes à une enfant de 8 ans? Ce n'est pas une question d'aimer ou pas. Si Aïgé commençait. C'est que chaque famille a besoin de son propre espace, sa maison. C'est normal. Mais on est une famille, a-t-elle objecté. On est tous une famille. Oui, on est une famille, Aïgé convenu. Et on le sera toujours. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit vivre ensemble. Tu sais, tes amis d'école ont leur propre maison. Non, ils ne vivent pas avec leur grand-mère. Elle est à hocher la tête, pensive. Donc, on se verra encore, a-t-elle demandé après une pause. Bien sûr. Aïgé sourit.
l'enlaçant. Tu pourras venir dîner le week-end, les jours fériés, et je viendrai vous voir. Maman est très fâchée. A confié Margot, elle a dit que t'es égoïste, que tu ne penses qu'à toi. Ta maman est bouleversée. Aïgé dit, essayant d'être calme. C'est normal. Le changement fait toujours peur, mais avec le temps, elle comprendra que c'est mieux pour tous. Et Anaïs a dit qu'elle te parlera plus. A continué Margot. Elle est vraiment blessée. Anaïs comprendra aussi. Aïgé soupirait. Avec le temps, Margot a hoché la tête, m'enlaçant. Je suis pas fâchée contre toi, mamie. Et je viendrai te voir, je promets. Merci, ma chérie, Aïgé dit, sentant des larmes monter. Ça compte beaucoup pour moi. Quand Margot est partie, je suis restée immobile longtemps, fixant le ciel sombre par la fenêtre. Le premier pas était fait, le plus dur. Que se passerait-il ensuite? Trouvera-t-il un endroit? Me pardonnerait-il? Serais-je seule, sans famille, sans proches? Mais non, Brigitte avait raison. S'ils m'aiment vraiment, ils comprendront, et sinon, eh bien, leur amour n'était pas réel. Je suis allée me coucher, mais ne pouvais dormir. Des fragments de la conversation tourbillonnaient. Accusations, excuses, menaces. Ils étaient en colère, blessés, confuses, mais ils devaient passer par là. Nous tous. Faire minuit. Une idée m'a frappée. Une idée qui pourrait être l'argument décisif. Le dernier clou dans le cercueil de leurs illusions qu'ils pouvaient rester chez moi. Une surprise les attendant demain. Je suis sortie du lit, allumant la lampe de bureau. Prenant un carnet, j'ai commencé à écrire, faisant un plan. Ce ne serait pas facile. Ça demanderait du temps, des efforts, mais ça en vaudrait la peine pour mon avenir. Les leurs aussi, même s'ils ne le comprenaient pas encore. Une fois mes notes finies, j'ai pris mon téléphone, envoyant un message à Brigitte. Je l'ai fait, je leur ai donné la vie. Ils sont en choc. J'aurai besoin de ton aide demain pour une autre surprise. Je t'appelle demain matin. Sa réponse est arrivée presque instantanément, malgré l'heure tardive. Je suis fière de toi. Appelle quand tu veux. Je suis là pour aider. J'ai souri, ressentant une vague de gratitude pour cette femme incroyable, qui m'avait soutenue quand personne d'autre ne l'avait fait. Peut-être perdrais-je une partie de ma famille dans cette bataille pour le respect de moi. Mais je ne serai pas seule. Avec cette pensée, je me suis enfin endormie, ressentant espoir, détermination pour la première fois depuis longtemps, plutôt que peur, désespoir. Demain serait un nouveau jour, une nouvelle surprise pour mes enfants. Le matin était nuageux, mais mon humeur étonnamment légère. Pour la première fois depuis des années, je me suis réveillée en contrôle de ma vie. Pendant la nuit, mon plan avait pris forme. Je savais exactement quoi faire. Je me suis levée doucement pour ne réveiller personne. La maison inhabituellement calme. Personne ne se précipitait au travail. À l'école, c'était samedi, le seul jour où toute la famille restait à la maison, descendant au salon. J'ai commencé à ranger les livres sur l'étagère, comme d'habitude, mais me suis arrêtée. Non, dit, aujourd'hui serait différent. Chacun se débrouillerait. J'ai fait du thé, pris un biscuit, m'asseyant à la table avec mon carnet, vérifiant mon plan. À 8 heures, Brigitte a appelé. « Alors, comment vas-tu » a-t-elle demandé sans préambule. « Ça, mieux que prévu. » J'ai répondu honnêtement. « Je suis déterminée. » Soupa. « Alors, quelle surprise prépares-tu » J'ai lui expliqué mon plan. Brigitte a sifflé, approbatrice. « Audacieux, très audacieux. Je suis partante. À quelle heure je viens »
Vers 15 €, si tu peux, et merci pour tout. De rien. Ma chère, j'ai toujours su que t'avais du cran. Juste un peu rouillé. J'ai souri, disant au revoir. Raccrochant, l'appel suivant était pour Alain Dubois. C'était samedi. Bien sûr, mais il m'avait donné son numéro personnel pour les urgences. Et c'en était une. À ma surprise, il a répondu tout de suite « Madame Morel, quelque chose ne va pas. Bon, désolé de vous déranger un jour de congé. Aïché, dites, un peu embarrassée, mais j'ai besoin de votre aide. Aujourd'hui. » J'ai expliqué mon idée. Il est resté silencieux quelques secondes. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? C'est un pas radical. Je suis sûre, a répondu fermement. C'est le seul moyen de leur montrer que je suis sérieuse, que c'est ma maison, ma vie. Et d'accord, a-t-il convenu? Je peux être là à 15 h. Je préparerai les documents nécessaires. Mon prochain appel était à l'agence immobilière locale. Isabelle Gauthier, rencontrée à la quincaillerie, y travaillait comme agente. Après avoir expliqué la situation, j'ai fixé un rendez-vous dans 1 heure, à 10 h. Ma famille a commencé à l'apparaître dans la cuisine. Mathilde et Guillaume les premiers, me voyant avec du thé, sans cuisiner, ils ont échangé des regards surpris. « Bonjour » a dit Mathilde sèchement. « Où est le petit déjeuner ?»« Bonjour » j'ai souri. Chacun fait son petit déjeuner. Le thé est dans la théière, le pain dans la boîte, les œufs au frigo. Vous pouvez gérer. Mathilde semblait choquée, comme si je lui avais demandé de cuisiner des grenouilles crues. Sérieusement, a-t-elle secoué la tête? Tu es vraiment fâchée contre nous. Je ne suis pas fâchée. Mathilde, a répondu calmement. Je ne vais plus vous servir. Vous êtes des adultes, capables de faire vos toasts, vos œufs. Guillaume a grogné. Allant au frigo, Mathilde restait là, bras croisés sur la poitrine. Alors, tu es sérieuse pour nous expulser? A-t-elle demandé. Je suis sérieuse pour reprendre ma maison, ma vie. J'ai répondu. Et oui, ça signifie que vous devrez trouver un autre endroit où vivre. D'ailleurs, je veux que tout le monde soit au salon à 15 h. J'ai une annonce importante à faire. Quelle annonce? Mathilde semblait méfiante. Vous le saurez à 15 h. J'ai dit, finissant mon thé, mais le vent. Maintenant, excusez-moi, j'ai des choses à faire en ville. J'ai quitté la cuisine, sentant le regard de Mathilde percer mon dos dans le couloir. Je suis tombée sur Nicolas, descendant les escaliers. Maman, tu pars. Il semblait surpris. Oui, j'ai un rendez-vous. Dit, enfilant mon manteau. Je serai de retour pour le dîner, et d'ailleurs, tout le monde doit être au salon à 15 h. J'ai une annonce importante. Quel genre d'annonce? A-t-il froncé les sourcils? Vous le saurez à 15 h. Répété, sortant, le laissant perplexe. Isabelle Gauthier m'a accueilli à l'agence immobilière avec un sourire professionnel. « Sommes Madame Morel, ravie de vous voir. Comment puis-je vous aider? » Je veux vendre ma maison. Dit sans détour. Et j'ai besoin de votre aide pour le faire vite, sans complications. Et ses yeux se sont élargis de surprise, mais elle s'est vite reprise. Bien sûr, je peux aider, mais vendre une maison n'est pas rapide. Évaluation, mise en vente, visiter, négociation. Je sais. hochait la tête, mais j'ai besoin de votre aide pour autre chose. Je veux que vous veniez chez moi aujourd'hui comme une acheteuse potentielle et que vous prétendiez qu'on a déjà conclu la vente. Isabelle
m'a regardée, confuse. Je ne comprends pas. J'ai soupiré, expliquant la situation, les enfants, l'avis d'expulsion. Comment je voulais leur montrer que j'étais sérieuse. C'est une demande inhabituelle, a-t-elle dit prudemment. Je sais, j'ai hoché la tête, et je réalise que je demande beaucoup, mais j'ai vraiment besoin de votre aide. Je vous paierai pour votre temps. Bien sûr. Isabelle a réfléchi, tapotant son stylo sur la table. D'accord, a-t-elle dit enfin, je vais vous aider, mais à une condition, si vous décidez de vendre la maison, vous revenez vers moi. Marché conclu. Aïe, j'ai souri, soulagé. Merci. Isabelle, ça compte énormément pour moi. Nous avons discuté des détails. Ce qu'elle dirait, comment elle se comporterait, quels documents apporter pour être convaincante. Tout réglé, je suis allée à la banque, où j'avais rendez-vous avec un conseiller financier, Olivier Bisset, jeune homme aux yeux attentifs, barbe soignée, a écouté mon histoire, posant quelques questions. Donc, Madame Morel, si je comprends bien, vous voulez transférer une partie de vos économies dans des instruments plus rentables, créer un plan financier pour l'avenir. C'est exact. J'ai hoché la tête. Et j'ai besoin de documents confirmant ces transactions aujourd'hui. D'habitude, ça ne se fait pas en un jour. A-t-il dit prudemment. Il faut analyser votre profil de risque, choisir les bons instruments. Je comprends. Léger interrompu. Et nous le ferons correctement. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de documents préliminaires. C'est une affaire familiale. Il m'a regardé avec compréhension, hochant la tête. Ça, je ferai tout mon possible. Madame Morel, commençons par analyser votre situation financière actuelle. Pendant 2 heures, nous avons discuté de mes finances, pension, économie, investissement possible. À ma surprise, la situation n'était pas si mauvaise, même sans vendre la maison. Je pourrais assurer une retraite décente. En gérant mes fonds sagement, en rentrant, il était presque 14 heures. Une atmosphère tendue, anxieuse régnait dans la maison. Je suis allée à la cuisine faire du thé, trouvant Céline à la table avec son ordinateur portable. Bonjour. Elisabeth, a-t-elle dit sèchement. Tu es de retour. Bonjour, Céline. J'ai hoché la tête. Oui, j'avais des choses à faire en ville. Nicolas a dit que tu avais une annonce à faire. A-t-elle essayé de sembler désinvolte, mais je sentais la tension. Oui, à 15 heures. J'ai confirmé. Tout le monde doit être au salon. On pensait avoir tout discuté hier. A-t-elle fermé son ordinateur? Que veux-tu dire d'autre? Vous le saurez à 15 heures. Sourit, mettant la bouilloire. Céline a pincé les lèvres, quittant la cuisine. Je l'ai entendu monter, probablement pour rapporter mon retour à Nicolas. Brigitte est arrivée à 14h45. Je l'ai conduite dans ma chambre, loin des regards indiscrets. Alors, comment te sens-tu? A-t-elle demandé, me regardant intensément, prête pour la bataille. J'ai essayé de sourire, peu convaincant. Tu es nerveuse, a constaté Brigitte. C'est normal. Mais souviens-toi, tu ne fais pas ça juste pour toi, mais pour eux aussi. Il est temps qu'ils grandissent. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour son soutien. Chez Alain et Isabelle devrait arriver d'une minute à l'autre. J'ai dit, je les ferai entrer par la porte arrière pour que personne ne remarque. Chut. Bon plan. A approuvé Brigitte. Je reste ici. Je sortirai en scène au bon moment, à des minutes de 15 heures.
Alain Dubois est arrivé avec une mallette pleine de documents. Je l'ai conduit par la cuisine à une petite pièce d'amis, surtout utilisée pour le rangement. Tout est prêt, Madame Morel, a-t-il demandé, sortant les papiers. Oui. J'ai hoché la tête. Merci d'avoir accepté d'aider. C'est mon travail. A-t-il souri légèrement. Et je dois dire, un cas inhabituel. Mais je comprends vos motifs. Isabelle fut la dernière à arriver, vêtue d'un tailleur strict, ressemblant à une agente immobilière. Ce qu'elle était, j'ai apporté tout ce que vous avez demandé, a-t-elle dit, me tendant une pochette. J'espère que ça aidera. Merci, Isabelle. J'ai dit, acceptant la pochette avec gratitude. Vous n'imaginez pas ce que ça représente pour moi. À 15 heures, tout était prêt. Je suis entré dans le salon où Nicolas, Céline, Mathilde, Guillaume et les enfants étaient réunis, me regardant avec divers degrés d'irritation, de curiosité, d'anxiété. Merci d'être venu. J'ai commencé. J'ai une annonce très importante, mais d'abord, je veux vous présenter quelqu'un. J'ai ouvert la porte, invitant Alain Dubois, et voici Alain Dubois, mon avocat. J'ai présenté. Nicolas et Mathilde ont échangé des regards inquiets. Un avocat, a demandé Nicolas. Pourquoi as-tu besoin d'un avocat? Je vais expliquer. Hoché la tête, invitant Isabelle. Et voici Isabelle Gauthier, agente immobilière. Une agente immobilière. Mathilde commençait à comprendre, pâlissant. Maman, que se passe-t-il? Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai dit, désignant le canapé, les fauteuils. J'ai des nouvelles pour vous. Quand tous furent assis, je me suis tenu devant eux, le cœur battant, mais ma voix ferme. Hier, je vous ai donné un avis d'expulsion. Certains ne semblent pas l'avoir pris au sérieux. Eh bien, aujourd'hui, j'ai d'autres nouvelles. Je vends la maison. Quoi? Nicolas s'est levé d'un bond. Tu ne peux pas? Si. J'ai répondu calmement. La maison m'appartient. Je peux en faire ce que je veux. Mais où iras-tu? Mathilde semblait choquée. Où vivras-tu? J'ai un plan. J'ai souri. Isabelle, expliquez-leur notre accord, s'il vous plaît. Isabelle a souri professionnellement, ouvrant sa pochette. Madame Morel et moi avons conclu un accord préalable pour vendre la maison au 84 rue des Ormes pour 300 000 €. La vente sera finalisée dans 30 jours, après quoi les nouveaux propriétaires prendront possession d'un séjour. Guillaume semblait avoir reçu un coup au ventre. C'est le même délai que l'avis d'expulsion. Exactement. J'ai hoché la tête. 30 jours pour trouver un nouvel endroit, déménager. Après, la maison ira au nouveau propriétaire. Mais c'est insensé. Nicolas criait presque. Tu vends la maison où on a grandi, celle que toi et papa avez achetée. Oui. J'ai dit fermement, parce que c'est ma maison. J'ai le droit d'en disposer comme je veux. Où vas-tu vivre? A redemandé Mathilde. Dans la maison de retraite que vous méprisez tant? Non. J'ai secoué la tête. J'ai d'autres plans, monsieur Dubois. S'il vous plaît. Alain s'est levé, tendant à chacun une pochette de documents. Ceci est l'avis officiel de la vente de la maison, de la fin de votre droit d'y vivre. 30 jours à compter de la réception de cet avis. A-t-il expliqué? Comme l'a dit Madame Morel, vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Après,
Les nouveaux propriétaires prendront possession. C'est insensé, a marmonné Nicolas, feuilletant les documents. Ah, tu ne peux pas être sérieuse. Je peux, et je le suis, a j'ai répondu calmement. Et j'ai une autre annonce. Brigitte, tu peux entrer. Brigitte est apparue du couloir, où elle attendait. Elle a souri à tous, se tenant à côté de moi. J'ai toujours rêvé de voyager. Aïe, j'ai dit, regardant les visages abasourdis de mes enfants, voir le monde. Tant que j'ai la force, la santé, et maintenant que la maison est vendue, je peux enfin réaliser ce rêve. Brigitte et moi partons d'abord en Europe, Italie, France, Espagne, puis peut-être en Asie. On verra. Tu pars. Mathilde semblait incrédule. Ah, pour de bon? Pour un temps. Aïe, j'ai clarifié. C'est peut-être 6 mois, peut-être 1 an. Je n'ai pas encore décidé. Mais je sais que je veux voir le monde, tant que je peux. Et l'argent? A demandé Guillaume, pragmatique. D'où viendra l'argent pour un tel voyage? De la vente de la maison, bien sûr. Aïe, j'ai souri. Je vais investir une partie pour assurer une retraite décente, et une partie pour voyager, m'amuser. Monsieur Bisset à la banque m'a aidé à établir un excellent plan financier. Je n'y crois pas. Nicolas a secoué la tête. Tu vends notre maison et tu pars. Et nous? Et ta famille? Vous êtes des adultes. Nicolas. Aïe, dit doucement. Vous avez des emplois, des revenus, vos propres familles, vous vous en sortirez. Et nous ne cesserons pas d'être une famille juste parce qu'on vit séparément. Tu vas nous manquer, a dit Céline, inattendue, une sincérité dans sa voix, pour la première fois depuis longtemps. Vous me manquerez aussi. Ça, a répondu honnêtement. Tous, mais je dois faire ça pour moi. Quand pars-tu? A demandé Margot doucement, me regardant avec de grands yeux. Dans 35 jours. Aïe, sourit à ma petite fille. Juste après la finalisation de la vente, Brigitte et moi avons déjà notre itinéraire. On commence à Rome, où tout le monde s'est tu, assimilant l'information. Je voyais différentes émotions sur leurs visages, choc, incrédulité, blessure, confusion. Donc, c'est décidé, a dit Nicolas enfin. Tu as tout décidé sans nous? Oui, ça, a répondu simplement. Ça, parce que c'est ma vie, ma décision. Et si on ne trouve pas d'endroit en 30 jours? A demandé Guillaume, provocateur. Vous trouverez? Aïe, j'ai dit, confiante. Si vous essayez vraiment? Je n'y crois pas, a répété Nicolas. Notre propre mère nous met à la rue, vend la maison, et part. Je ne vous mets pas à la rue, a répondu patiemment. Je vous donne 30 jours pour trouver un nouvel endroit, comme des adultes responsables. Mais pourquoi? La voix de Mathilde semblait presque enfantine, confuse. Pourquoi nous fais-tu ça? Je ne vous fais rien, je le fais pour moi, a répondu doucement, parce que je veux vivre ma vie, profiter de mes dernières années, voir le monde, être heureuse. Ne le méritais-je pas? C'est égoïste, oui, a dit Nicolas, tranchant. Pur égoïsme. Tu ne penses qu'à toi. Ah. Et vous avez pensé à moi. Aïgé demandait calmement. Quand vous avez suggéré que j'aille en maison de retraite pour vivre plus confortablement dans ma maison, c'est différent. A-t-il objecté? On l'a suggéré pour ton bien. Et toi, tu nous abandonnes. Je n'abandonne personne,
Nicolas. Aïgé secouait la tête. Je commence juste à vivre pour moi, pour la première fois depuis longtemps, et il fallait ça pour y arriver. Mathilde a désigné Alain. Isabelle. Avocat. Agente immobilieuse. Avis. Nous sommes une famille. Oui, une famille. J'ai convenu. Et c'est pourquoi j'espère que vous comprendrez, me soutiendrez, ou du moins, ne me barrerez pas la route. Te soutenir. Nicolas semblait indigné. Te soutenir pour nous mettre dehors. Vendre la maison. Partir. Pour vouloir être heureuse. Aïché dit doucement. Et notre bonheur, Mathilde était presque en larmes. As-tu pensé à nous, aux enfants? Comment leur expliquer que leur grand-mère a vendu la maison, est partie? Vous leur expliquez que leur grand-mère a enfin décidé de vivre pour elle. Aïgé dit fermement, après tant d'années à vivre pour les autres. Je n'arrive pas à croire que ça arrive. Nicolas s'est levé, arpentant la pièce. C'est un cauchemar. S'il n'y a plus de questions. Alain Dubois est intervenu. Je voudrais discuter de détails légaux avec Madame Morel. Oui, bien sûr, c'est Aïgé hoché la tête. On peut parler en cuisine. Je me suis dirigé vers la porte du salon. Mais Nicolas m'a barré. Tu ne peux pas partir comme ça, a-t-il dit. On n'a pas fini. Je pense qu'on a dit tout ce qu'il fallait. Aïgé répondit calmement. Vous avez 30 jours, Nicolas, utilisez-les sagement. Je les contournés, quittant la pièce, sentant mes genoux trembler, mais ne le montrant pas maintenant, quand il était crucial de rester forte, en cuisine. Alain, Isabelle, Brigitte m'attendait. Alors, comment ça s'est passé? A demandé Brigitte. C'était dur. Aïgé répondit honnêtement, mais je m'en suis sortie. Ils sont en choc. A remarqué Alain. C'est normal. Ils ont besoin de temps pour digérer. Ça, ils ont du temps. Aïgé hoché la tête. 30 jours. Et après, a demandé Isabelle. Vas-tu vraiment vendre la maison? Je l'ai regardé. Puis Brigitte. Alain? Je ne sais pas. Aïgé répondit honnêtement. Je n'ai pas encore décidé, mais je vais voyager. Ça, c'est sûr. Bien dit. A approuvé Brigitte. Il était temps. J'ai souri, ressentant un mélange étrange de peur, d'excitation. Je l'avais vraiment fait. J'avais défendu mes droits, mes désirs, ma vie, même si les enfants étaient furieux, même s'ils n'acceptaient pas ma décision. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Pour la première fois depuis des années, j'avais pensé à moi, pas à eux. Et c'était libérateur. Bien. Et dit Alain, sortant d'autres documents de sa mallette. Discutons des détails, au cas où il ne déménagerait pas dans 30 jours. J'ai hoché la tête, m'asseyant à la table, prête à écouter. Dehors, il commençait à pleuvoir, de grosses gouttes frappant la fenêtre, comme battant le rythme d'une nouvelle vie, qui commençait juste, ma vie, enfin mienne, dans la pièce d'à côté. J'entendais les voix excitées de mes enfants. Ils discutaient, m'accusaient, faisaient des plans. Mais pour la première fois depuis des années, ça n'avait pas d'importance.